petit retard, qui n'est pas complètement de notre fait, mais un tout petit peu quand même. On est très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter un projet qui s'appelle RUDI pour Rennes Urban Data Interface. Il ne vous échappera pas que c'est de l'anglais parce qu'en fait c'est un projet qu'on a présenté à un appel à projet de l'Union européenne dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Urban Innovative Action, qui d'ailleurs vient de changer de nom, ça ne s'appelle plus comme ça dorénavant, ça s'appelle European Urban Initiative, mais c'est la même chose, qui donc finance des projets innovants portés par des villes. Et donc on a répondu en 2019 à cet appel à projet, on en a été lauréat, et donc il fallait trouver un nom, et c'est pour ça que ça s'appelle RUDI, nom qui du coup perdure. Peut-être on se présente d'abord, et puis après on enchaîne dans une relative improvisation. Oui, improvisation préparée, on va dire. Très bien, Marion, je te laisse. Oui, moi donc je suis Marion Glatron, je suis directrice de la donnée de la transition écologique et des ressources à Rennes Métropole, et donc notamment en charge de ce projet RUDI, mais j'ai pas mal d'autres activités. Yann, il faut que tu... Yann Huomé, bonjour à toutes et à tous, vice-président en charge du numérique pour Rennes Métropole. Merci Yann. Et moi je suis donc Yves Léveder pour l'entreprise Open, partenaire de la métropole de Rennes. Et je m'occupe de piloter, d'animer, de structurer les offres Open à destination des collectivités au national depuis ce début d'année. Donc les défis, puisqu'en fin de compte il y en a plusieurs quand on parle de RUDI. Bien évidemment, on parle de données, on parle de territoire, on parle aussi de données privées, de services publics. RUDI doit permettre effectivement d'être à la croisée de tous ces chemins pour finalement proposer un service innovant pour le territoire, pour les acteurs du territoire. Ce service, il a pu être mis en place, c'est là qu'Open est intervenu, notamment sur la conception, le développement de la plateforme. Donc, j'utilise souvent la métaphore du mécanicien, de l'agrégateur finalement, en se positionnant finalement à côté de la métropole, mais avec tout autour un certain nombre de parties prenantes, de partenaires, pour justement organiser ce service qui est RUDI. Donc, différents points pour aller assez vite. Comment a été conçu et réalisé ce portail ? Donc, il y a nécessairement un accompagnement qui a été fait au niveau de la Product Owner de Rennes Métropole dans toute la phase de conception et d'idéation du portail, à travers un certain nombre d'ateliers. Alors, quand je dis atelier, bien entendu, vous l'avez vu, c'est un projet qui a été mené en totale agilité, et ça, c'est un point très important. C'est une certaine fierté aussi d'avoir pu travailler selon ces modalités. Le deuxième point a été de pouvoir de codéfinir finalement la feuille de route du produit et de pouvoir aussi déterminer les contours d'une première version du produit. De pouvoir travailler aussi sur une architecture cible, un socle technique pour pouvoir atteindre les objectifs du projet. Et c'est aussi un point important à souligner, c'est qu'on reste dans une approche ouverte, c'est-à-dire qui se base sur des standards ouverts, et dans une approche microservice, c'est-à-dire qui doit permettre un passage à l'échelle facilité. Donc une fois ce socle technique posé, il y a eu un certain nombre de sprints qui ont permis d'arriver à différentes phases de développement, puis d'arriver à une version bêta, et enfin une phase de déploiement, ce qui nous a permis, donc il n'y a pas très longtemps, à travers les rencontres RUDI, justement d'officialiser la version, on peut dire définitive, enfin en tout cas la version aboutie du portail auprès effectivement des différents partenaires. Donc deux maîtres mots, l'agilité, donc un projet qu'on construit, c'est encore une fois la genèse en tout cas de ce projet, projet avec un certain nombre de sprints, de rétrospectives qui nous ont permis finalement d'enrichir tout au long de la phase de création le produit, ce qui finalement a permis d'engager toutes les parties prenantes sur toute la durée du projet. Et puis le deuxième point, ce sont, je dirais, une grosse attention qui a été portée sur les interfaces utilisateurs, avec un parti pris novateur, c'est-à-dire d'éviter sinon de siloter l'accès aux services par catégorie d'utilisateurs. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de console d'administration.
tous les utilisateurs peuvent utiliser la plateforme. Je dirais que par rapport à ça, deux points importants encore une fois, c'est l'accessibilité de la plateforme au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'un utilisateur lambda peut à la fois décider de ne plus, enfin en tout cas de retirer ses données personnelles, mais peut aussi le lendemain décider d'avoir accès à des données restreintes pour pourquoi pas monter un projet associatif. Donc là encore une fois, cette capacité d'engagement de tous les utilisateurs de la plateforme. Et puis le deuxième point, c'est important aussi de le rappeler, c'est la partie, je dirais, éco-conception de la plateforme, puisque voilà, il y a un effort important qui a été mené justement dans la co-construction de la plateforme sur voilà, quelque chose, en tout cas une application qui se veut la moins énergivore. Donc voilà, effectivement, on a réduit le nombre d'écrans, par exemple. On a fait des choix d'architecture, des choix en matière d'arborescence, mais aussi des choix en matière graphique qui font qu'on a voilà, une solution aujourd'hui qui est plutôt dans les standards de ce point de vue-là. Et c'est bien important de le souligner. 3 profils utilisateurs, pour faire court: les producteurs de données, les réutilisateurs de données, ce qu'on appelle aussi les porteurs de projets, et puis enfin les usagers, donc citoyens, habitants, qui peuvent là aussi s'emparer de ces données. Donc tous ces acteurs participent au développement du RUDI. C'est tout un écosystème, encore une fois, ça n'a pas été précisé, mais vous aurez bien compris que derrière, il y a bien évidemment les administrations, les entreprises, les associations, les chercheurs, et tout un tas d'opérateurs, en tout cas, qui font le territoire. Et ce qui est important de rappeler, c'est que derrière, il y a quand même un certain nombre d'enjeux. C'est aussi l'attractivité du territoire, c'est le développement économique. Donc RUDI se pose là, en tout cas, voilà, encore une fois, au carrefour de tous ces enjeux. Et je pense que Marion et Yann pourront également abonder dans ce sens. Oui, merci. Effectivement, ces sprints, ils ont été menés en travaillant avec ces 3 profils d'utilisateurs et en faisant des allers-retours comme Yvi vient de le présenter. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'entrer plus avant dans c'est quoi RUDI. Et on a maintenant, c'est plus facile à l'issue d'un projet innovant de dire en quoi il consiste qu'au début. On va maintenant, désormais, on le présente en fait selon ces 3 profils que vous avez vus, en essayant d'expliquer ce que RUDI apporte. Et donc, pour les producteurs de RUDI, ce que la plateforme apporte, c'est la capacité à partager leurs données en toute sécurité et en gardant la maîtrise de la donnée. C'est-à-dire que la donnée n'est pas exportée, elle reste chez eux, et c'est extrêmement important pour nous. Alors, ce schéma un peu sauvage dit quoi ? Il essaye de montrer justement cette idée que chaque producteur dispose de son propre espace de gestion de ses données, ce qu'on appelle un nœud producteur. En marketing, je pense qu'on va pouvoir faire mieux dans les mois qui viennent. L'idée, c'est ça, c'est que le nœud producteur, c'est le mode de communication des systèmes d'information du producteur de données avec le portail. Autrement dit, les données ne se baladent pas. Ce qui se balade, ce sont les métadonnées. Et RUDI ne stocke pas les données, elles restent bien chez les producteurs, ce qui permet à chaque producteur de maîtriser en fait sa politique de diffusion de ces données. Parce qu'on a autour de la table des producteurs de nature très diverses. On a des acteurs publics qui sont soumis à la loi sur l'open data et puis des acteurs privés qui le sont un peu moins, mais qui pour autant peuvent vouloir partager et ouvrir, y compris des données. Ces nœuds producteurs ont été développés par un des partenaires du projet, qui est un partenaire universitaire, l'IRISA, et ça a été développé comme le portail. Le portail, c'est Open qui l'a développé, et les nœuds producteurs ont été développés par l'IRISA. Tout est développé en open source. Aujourd'hui, on a une vingtaine de nœuds producteurs qui sont déployés, 382 jeux de données publiés sur le portail, et on espère évidemment augmenter la communauté des producteurs. Sur les 382 jeux de données, j'y reviendrai tout à l'heure, pour l'instant il n'y en a qu'un qui est en accès restreint. C'est donc cette diapo. En fait, l'idée, c'est que RUDI, elle permet certes d'avoir un point de centralisation, en quelque sorte, sous un métacatalogue des données disponibles sur le territoire, mais elle doit permettre aussi d'accéder à des données qui ne sont pas ouvertes, donc à des données en accès restreint. Et ces données sont accessibles sous certaines conditions qui sont définies par le producteur, et c'est
en s'adressant au producteur, que le producteur décide ou pas de donner accès à ces données, compte tenu non seulement du profil, mais aussi du projet pour lequel le réutilisateur sollicite ces données. T'enchaînes ? Tu veux ça ? Très bien. Effectivement, donc les données, effectivement, vous le savez, c'est un gisement, c'est une mine d'or, hein, donc chacun peut s'en emparer, et c'est vrai que les thématiques d'intérêt général sont nombreuses. Effectivement, pour preuve, hein, quelques cas d'usage, en tout cas quelques nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir effectivement la plateforme. Il y a eu un... Alors, je ne suis peut-être pas le plus à même en tout cas d'en reparler, mais c'était donc cet appel à projet avec des lauréats, hein, qui ont été retenus. Hein. Je crois qu'il y a eu 6 projets sur peut-être 32. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai bien travaillé. Hein. Ouais, pas mal. Donc, intérêt général, qualité de l'air, urbanisme et autres. Et donc, effectivement, on parlait de l'écosystème, hein, effectivement, des acteurs innovants, des start-upers, en tout cas, je dirais, un certain nombre d'acteurs locaux qui se sont emparés effectivement de ces données pour proposer des services. Donc là, il y a quelques exemples. Je crois que ça sera un peu plus illustré par la suite avec force. C'est ça, c'est ici. Alors, quelques-uns, je peux citer HandiMap, qui est une solution qui a été éditée effectivement par Somewhere et qui permet de cartographier, en fin de compte, de définir des itinéraires pour des personnes porteuses de handicap et du coup faciliter finalement leur navigation sur le territoire. De la même manière, si on veut parler d'Eol, Eol est une fonctionnalité qu'on retrouve maintenant dans Rudy et qui permet d'identifier les sites favorables à l'implantation de panneaux solaires sur le territoire métropolitain. On peut encore citer, je ne sais pas si Banco apparaît ici, qui fait globalement la promotion plutôt des commerces locaux. Excusez-moi. Par crowdsourcing, j'enchaîne. Voilà, c'est ça. Érudit, plutôt dans le domaine, effectivement, là aussi de l'éducation, qui diffuse la culture de la donnée dans le domaine de l'éducation et de la médiation. C'est vrai que c'est important, on ne l'a pas évoqué, mais c'est quelque chose qui est transverse. On a parlé accessibilité, on n'a pas encore évoqué l'inclusion numérique, mais ça va de soi que finalement, toutes les données effectivement, qui sont mises à disposition doivent permettre au plus grand nombre finalement, de se rapprocher de la donnée et finalement, encore une fois, de ne pas rester dans un discours d'experts qui se limite à quelques entreprises, à quelques administrations, en tout cas des personnes qui savent ce qu'est la donnée et ce qu'on peut en faire, mais que ces données, finalement, elles appartiennent à tous et que ces données doivent permettre à chacun de trouver sa place d'un point de vue social, mais aussi, bien sûr, d'un point de vue économique, puisqu'il y a beaucoup de retombées possibles. Alors, troisième cible, les habitants et les usagers. La deuxième, c'était vraiment les utilisateurs de données. Et là, la troisième cible, les habitants et les usagers, l'idée, c'était de leur faire bénéficier de services numériques basés sur une gestion responsable et éthique des données. Et donc, pour ça, on a travaillé notamment sur des volets de self-data avec des experts et notamment une experte qui est ici présente ce matin avec nous sur la notion de self-data. Et là, ce qu'on a essayé de développer, c'était des fonctionnalités pour pouvoir connaître et agir sur ces données personnelles. L'idée, c'est que comme on a une fédération de producteurs autour de la plateforme, en fait, chaque habitant pouvait demander au moins avoir connaissance des données personnelles que les différents producteurs ont le concernant. Et ça, c'est une première étape, connaître. Et puis la deuxième, c'est agir dessus, notamment sur des fonctionnalités un peu de base, de type rectification, de type aussi éventuellement effacement ou autre. Et puis la deuxième fonctionnalité qu'on n'a pas encore complètement développée, ça reste sur le programme des choses à développer dans les mois qui viennent, mais on l'a designé. C'est un système de consentement de façon à pouvoir autoriser les tiers à utiliser mes données personnelles avec évidemment mon accord explicite. Et ça, on se retrouve sur des notions qui, au niveau de la stratégie européenne, ressemblent à de l'altruisme de données. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut mettre à disposition volontairement des données personnelles au bénéfice d'utilisateurs qui souhaitent développer des services qui ont besoin de données personnelles pour avoir de la donnée précise, donc soit pour des services, soit pour des études et de l'analyse. Et
dernière proposition de valeur, c'était l'idée de faire communauté pour partager de la donnée locale, faire communauté au niveau de Rennes, mais aussi demain que d'autres territoires puissent faire communauté aussi pour partager de la donnée locale à leur échelle. Et donc là-dessus, en fait, on a au cours du projet développé énormément d'interactions avec des acteurs locaux, les projets pilotes évidemment, mais aussi des acteurs qui sont des experts ou des utilisateurs de la donnée. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait au début segmenté un peu le projet en disant, bon, ben, on a une population de producteurs, on a une population d'utilisateurs, on a une population de citoyens, et que ça s'est doucement mélangé, et qu'en fait, on a vu qu'une des vertus du projet, c'était aussi de mettre en relation différents types d'utilisateurs du portail. Et on a eu des journées dédiées complètement à cette mise en relation entre producteurs et utilisateurs, avec aussi l'idée de quelque chose d'un peu basique. C'est une interface, donc ça doit mettre en relation, et ça doit mettre en relation des profils complémentaires de façon à ce que chacun y trouve son compte. Et on a aussi pas mal travaillé autour de la gouvernance des données, mais ça je vais te passer la parole là-dessus, Yann, hein, avec l'idée qu'on a construit de fait un espace, en prototypant ce portail, on a construit un espace où on a vu qu'on avait besoin d'édicter des règles, de se donner des règles en commun, et puis avec le souci que ce modèle il soit appropriable par d'autres territoires, d'abord parce que c'est une obligation ça va avec les financements de l'Union européenne, que de dire vous le faites pour vous, mais évidemment comme c'est un projet innovant, vous êtes sympa, vous le faites aussi pour que ça puisse servir aux autres, et puis aussi parce que c'est notre préoccupation et c'est très fortement porté par les équipes politiques. Tu veux celui-ci qui tient tout seul ? Je laisse très bien. Les points forts ? Ouais. Oui. C'est une plateforme de données de partage. Donc en fait, la question, quand on parle des rôles ou des fonctions de la collectivité territoriale, c'est bien de se dire si on doit partager, est-ce que c'est qu'une question de partage technique et physique qui passe par un outil numérique, ou est-ce que finalement la conditionnalité de ce partage, la question, on parle souvent de territoire de confiance, de cadre de confiance, c'est de se dire derrière quels sont les prérequis, quels sont les éléments territoriaux qu'il est nécessaire de construire, qu'il est nécessaire d'intégrer dans le processus d'application de la solution pour que finalement on arrive à partager. Et donc le premier, on va dire, un des éléments forts qui a été déjà dit plusieurs fois, c'est la culture de la coopération. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement que dans l'écosystème territorial local, nous ayons la collectivité locale, je parle du coup en tant qu'élu, pose comme préalable ou comme prérequis l'animation de l'écosystème universitaire, économique, des collectivités en tant que telles ou des experts dans le domaine, et que du coup ça fasse communauté. Et donc c'est dans ce cadre d'une communauté établie, et dans un cadre d'une communauté établie avec des règles de gouvernance, ce qu'on peut appeler des fois dans la solution le consortium, mais finalement ce consortium-là, nous devons aussi régir les fonctions, les rôles de chacun et les attributions, les règles que l'on se donne collectivement pour travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est un élément important et qui peut-être replace différemment la collectivité territoriale dans l'enjeu du partage de la donnée. On a la réglementation nationale, européenne nationale, et du coup, on se propose, en tout cas, on considère qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est que les collectivités locales, sur ce type de projet, elles puissent s'inscrire à cet endroit-là. Le deuxième, c'est que même si effectivement on y était largement incité, pour ne pas dire c'était le préalable par l'Europe de dire qu'il fallait que ça soit réplicable, et que du coup la solution open source était de fait la solution de passage à l'échelle, c'est pas suffisant clairement aujourd'hui de dire parce que c'est open source, parce que c'est disponible sur étagère, vous allez pouvoir récupérer ce joli paquet cadeau, on vous mettra un petit ruban autour de ça et vous pouvez repartir avec. C'est faire fi de la réalité de nos territoire, c'est-à-dire des compétences nécessaires à l'appropriation d'un tel outil. C'est-à-dire qu'il y a là aussi, nous avons des différences profondes et singulières dans chaque territoire, des écosystèmes mobilisables qui ne sont absolument pas les mêmes, des réalités économiques et d'attractivité des compétences et derrière des entreprises et des agents qui ne sont absolument pas les mêmes. Et donc se pose évidemment, au-delà de la question de l'open source, c'est quel est le véhicule administratif et juridique pour définir quel est le rôle et les fonctions de chacun dans le passage à l'échelle. Est-ce que c'est
la responsabilité d'une métropole aujourd'hui d'accompagner l'ensemble des territoires en France sur l'appropriation de la plateforme RUDI. Dans mes prérequis d'élus métropolitains, non. Pour autant, est-ce que nous avons comme fonction, comme obligation de se dire qu'il serait intéressant de travailler collectivement à définir des véhicules juridiques ou des véhicules administratifs permettant de coopérer, mutualiser et regarder quels sont les éléments de conditionnalité et de coopération nécessaires à la réplicabilité? Je pense que nous avons un petit chemin devant nous collectif à travailler. Le projet RUDI, quand on parle de ses impacts environnementaux, il faut le resituer, en tout cas sur le territoire de Rennes, ville de Rennes et Rennes Métropole, dans un contexte singulier aujourd'hui, qui est celui d'une stratégie du numérique responsable, où la collectivité a inscrit une stratégie, une politique publique sectorielle, en disant voilà, c'est une politique en propre. Le numérique n'étant pas juste une intendance qui doit suivre les autres politiques publiques. Permettez-moi de le dire de cette façon-là, considérant que c'est un sujet politique et que comme c'est un sujet politique, il faut qu'on s'en préoccupe. Et dans les orientations, donc on a fixé 6 responsabilités, il y a des grands enjeux autour de la data, évidemment, et dans ces enjeux des 6 responsabilités, il y a des enjeux environnementaux sur l'usage de la donnée et ce qu'on va pouvoir en faire. Ce qu'on a appris sur la donnée, c'est que finalement, on parle souvent pour ce genre de structure, il faut une gouvernance, la gouvernance de la donnée. Bon, finalement, on a un peu essuyé des plâtres. Ce qui n'a pas été dit depuis le début, c'est que c'est un des rares, non pas un des rares, on va dire singulièrement, c'est un projet qui a fait transparence de ses échecs. La plupart du temps, vous le saurez comme moi, quand nous présentons un projet porté par une collectivité territoriale, dans un monde magique, ça se passe toujours super. On n'a jamais de problème. On a fait le projet, ça a déroulé, faites aussi bien. Nous, on s'est dit qu'il y aura peut-être un enjeu à ce qu'on partage nos échecs et qu'on regarde aussi collectivement du coup, les éléments d'évaluation et de conditionnalité d'une réplicabilité d'un projet comme celui-là. Ce qu'on voit aujourd'hui sur ces conditionnalités, c'est qu'il y a 4 niveaux de gouvernance qu'il faut traiter en même temps. Et que cette gouvernance-là, elle n'est pas intuitive. En tout cas, il a fallu 2 ans et demi, 3 ans pour qu'on arrive à expliciter clairement où sont les nœuds. Donc, premier nœud, alors pas les nœuds producteurs, mais les nœuds au sens c'est quoi qui fait problème. J'ai entendu tout à l'heure une intervention disant c'est quoi qui fait problématique. Donc, c'est pas un problème, c'est une problématique. Qu'est-ce qui fait tension? C'est que dans la gouvernance, il y a la gouvernance d'abord du consortium. C'est qu'est-ce qui définit aujourd'hui les règles ensemble. Le deuxième niveau, c'est celui des fonctionnalités de la plateforme. Est-ce que c'est les fonctions qui sont aujourd'hui, c'est une plateforme qui va évoluer, comment on définit les fonctionnalités, ces évolutions et les règles des fonctionnalités de la solution? Si on veut que ça soit une communauté d'acteurs, une communauté qui comme d'autres structures, font évoluer la plateforme, comment on définit ces règles d'évolution? Le troisième niveau, ce qu'on entend souvent et qu'on connaît très très bien par ailleurs, c'est la gouvernance de la donnée. Donc on est clairement dans par où elle passe, on va dire la standardisation de la donnée et comment on définit les règles ces règles de traitement. Et puis le dernier niveau, c'est la question des usages, qui est peut-être un peu plus fin dans le travail, qui renvoie peut-être à des éléments de ce qu'on parlait tout à l'heure de cadre juridique, de convention entre des accès restreints et de l'accès total. C'est-à-dire que dans cette question d'usage, c'est pour en faire quoi derrière? Est-ce que l'usage de la donnée, dans sa transformation pour un usage futur, est-ce qu'on doit donner des conditions d'intérêt général à l'usage de la donnée qu'on partage? Est-ce qu'on peut faire du business qui serait contradictoire avec les grandes orientations de la collectivité territoriale en termes de transition? Question de fond. Donc du coup, c'est là aussi un niveau de gouvernance sur lequel il y a à poser ça, d'où la nécessité de faire collectif. Et puis enfin, le dernier sujet, hormis gestion maîtrisée de la donnée publique, c'est joliment dit. C'est juste pour vous redire qu'effectivement, la plateforme RUDI, c'est un outil, c'est une plateforme qui s'inscrit aujourd'hui dans un écosystème de solutions, en tout cas dans une politique publique que Marion Glatron d'ailleurs a dans sa direction qui s'appelle Service public métropolitain de la donnée, et qui a évidemment pour mission, avec les autres services numériques de la métropole, DSI, SIG, services numériques, infra, etc., de poser l'articulation, en tout cas ce que j'appelle moi le traitement de la donnée au service de la politique publique et de l'intérêt général et du territoire. Et donc ça, évidemment,
le projet Rudy, en dehors de cet écosystème, en dehors de ce contexte, n'a pas la même puissance, le même impact que si on l'enlève de son environnement, il n'a pas tout à fait les mêmes fonctions. Et donc la suite, si on a peut-être la partie suite, parce qu'il faut que je fasse plus vite, j'imagine. La suite, c'est de se dire, nous avons un enjeu de trouver un modèle économique. Ça vous aura pas vous ne serez pas étonné de considérer qu'une fois que l'Europe finit de financer 80% de la solution sur un petit budget de 5 millions, c'est plus compliqué d'aller voir le pôle ressources finances de la collectivité en lui disant voilà, c'est fini, on va continuer. Maintenant, ça va vous coûter 5 millions. J'ai deux, trois réticences. En tout cas, il faut être convaincant pour le porter. Donc on a des sujets aujourd'hui sur un appel à projet territoire intelligent et durable auprès de l'État pour regarder comment faut faire. Et je pense que le deuxième niveau, pour essayer de travailler à la réplicabilité, et je pense que le deuxième niveau, c'est de se dire, nous devons travailler ensemble, en tout cas c'est, je pense, collectivité locale, pour se dire comment fait-on consortium collectif, en tout cas comment coopérons-nous pour regarder comment on peut faire à plusieurs. J'appellerais presque de mes voeux l'État à ce que les appels à projets ne soient pas des appels à projets de compétition entre nos territoires, mais que ce soit des appels à projets d'obligation, de passage à l'échelle de POC qui ont déjà été financés à coups de millions, et de regarder comment pourrions-nous être accompagnés, à quelle échelle, l'échelle locale, régionale, nationale, ou par envie, appétence, pour que l'ensemble des territoires, on regarde collectivement, qu'on nous donne des moyens pour nous organiser, collectivement parlant, et réussir peut-être ce passage à l'échelle attendu, en tout cas l'enjeu de réplicabilité qui va un peu plus loin, qui est presque un enjeu d'essaimage. Merci. Comme on peut le voir aujourd'hui avec les GAFAM, quand ils modifient les conditions d'utilisation de leurs données, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un projet que vous êtes déjà en train de traiter ou vous l'avez déjà Alors, comme on n'est pas pessimiste, on ne s'est pas dit que tout le monde allait partir, on s'est dit que tout le monde allait venir. Et donc, il y a effectivement tout un travail sur la conviction pour étendre la communauté des utilisateurs, mais aussi la communauté des producteurs. Et effectivement, on n'a pas entré dans les détails là, mais on a travaillé sur une charte d'engagement des producteurs qui définit les droits et obligations des producteurs par rapport à Rudy et les droits et obligations de Rudy par rapport aux producteurs. Donc je ne vais pas vous la passer là, il faudrait que je fouille dans mes affaires, mais elle est quelque part. Et c'est un travail qui est effectivement intéressant parce qu'on l'appelle charte. Et ça désigne bien ce que c'est-à-dire ce que les juristes appellent du droit mou, c'est-à-dire que si un producteur décide de se retirer, on ne va pas le poursuivre en justice. Et pour autant, c'est un engagement quand même de la part du producteur sur la continuité finalement de la mise à disposition de ces données. Le pari qu'on fait, c'est aussi que les producteurs vont y trouver leur intérêt, de façon à ne pas avoir à faire face un par un à tous les demandeurs, les utilisateurs de données qui s'adresseraient à eux les uns derrière les autres, et de leur faciliter la vie en quelque sorte à travers cette interface. Donc oui, c'est pas exclu qu'un jour quelqu'un nous dise j'en ai marre, je m'en vais. On discutera un peu, mais voilà, ça peut arriver. S'ils s'en vont, pas forcément, mais oui, si on en a suffisamment, oui, effectivement. Et c'était un des points sur la dernière diapo, sur qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à étendre la communauté, à étendre les usages, à la fois au niveau local et puis éventuellement à d'autres niveaux. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et Bastien, je travaille à Toulouse Métropole sur les démarches en ligne notamment, et on partage aussi un logiciel public qui est utilisé dans pas mal de collectivités. On a un peu cette question de
comment on fait pour partager des développements qui sont locaux. Si on a une solution, on a un logiciel open source et on peut, souvent on fait les mêmes services, mais pour une autre ville. Et en fait, on refait exactement la même chose que ce qui a été fait ailleurs. Alors, comment on fait pour le passage à l'échelle dans le cadre de services en ligne? Donc, on se pose un peu la même question. Et c'est intéressant. Là, quand vous disiez, ça a été financé par l'Union européenne et maintenant, j'ai envie de me tourner vers l'État pour passer à l'échelle. C'est contradictoire parce qu'en fait, vous avez descendu d'un niveau. Enfin, en fait, on passe de l'Union européenne et vous passez à la France. C'est dommage. On pourrait se dire à qui s'adresser. Dans ce cas, c'est bizarre que l'Union européenne n'ait pas un relais pour que le partage se fasse pas que au niveau des villes françaises, puisque si on parle à l'État, je suppose que vous disiez l'État français, ça veut dire qu'on parlerait que pour les villes françaises d'un projet qui a été financé initialement par l'Union européenne, et en fait on perd d'un niveau, alors qu'on pourrait peut-être tout de suite partir sur une mise à l'échelle déjà du continent entier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, juste pour préciser, le soutien de l'Union européenne ne se limite pas au financement. Il y a effectivement cette caisse de résonance et cette mise en relation avec d'autres projets, notamment les projets qui, comme nous, ont répondu dans la vague 4 de l'UIA sur la thématique transition numérique. Mais il y a aussi, à travers d'autres réseaux, notamment Eurocities ou d'autres relais, la possibilité de continuer à échanger avec d'autres villes européennes. Donc le fait d'aller solliciter des soutiens de l'État pour faire coopératif au niveau national n'empêche pas de passer à l'échelle européenne. Mais peut-être, messieurs, vous voulez compléter et répondre sur d'autres points à cette question ? Non, mais en fait, je pense que c'est pas contradictoire. Ce que l'on voit quand même aussi, c'est que dans un monde contraint et des ressources contraintes, gardons des ambitions où on se donne une chance d'y arriver. C'est-à-dire que je veux bien, moi, prendre mon bâton de pèlerin et faire le tour de l'Europe pour essayer de convaincre tout le monde. Mais mes journées ne font que 24 heures et mes moyens, en tout cas les moyens de la collectivité pour faire ce travail-là, sont regardés de près dans une réalité économique qui ne sont pas actuellement, où il y a Carré de Métropole, on a ce sujet-là, mais on est plutôt dans des budgets contraints que dans des budgets de desserrement, quoi. Alors, comme il est dit, l'Europe, elle a une fonction là aujourd'hui de déployer, de partager la solution. Il n'empêche que ce qui nous semble aujourd'hui, à la question que vous posiez en premier sur comment on passe d'une solution qui peut être répliquée dans plein d'endroits, on n'a jamais mieux fait que de voir quelqu'un, de le rencontrer, de regarder comment on travaille ensemble. Donc après, les distances, donc moi je crois beaucoup en fait à l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on part d'un endroit, puis on agrège, on essaime. Et ce travail d'essaimage, je pense qu'il y a une réalité de proximité. On est dans des réseaux aujourd'hui nationaux, les interconnectés en sont un bon exemple. Equitia, on est un deuxième sur la question de la stratégie data ou de l'éthique de la donnée. Et on voit bien qu'il y a nécessité de trouver des espaces communs pour travailler ensemble et regarder comment on fait. Et plus l'espace est grand, entre guillemets, permettez-moi l'expression, plus on s'y perd. Donc voilà, moi je crois beaucoup à la politique et en même temps des grandes ambitions, mais en même temps du petit pas assez pragmatique pour y arriver, nos cerveaux étant faits aussi de praxis, d'éléments théorie, mais aussi il faut battre le fer. Donc voilà, donc je pense qu'en tout cas on garde... Nos ambitions sont bien là, politiquement parlant, mais moi je reste convaincu qu'il faut y aller comme ça, y aller un petit peu d'une manière empirique, et vient qui peut aussi. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Alors, ça fait quand même deux questions. Le calendrier, c'est de poursuivre. On a sur la table, dans notre backlog, des développements qui ne sont pas encore faits alors qu'on a livré la V1. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du module autour du consentement au partage de données personnelles, mais on en a plein d'autres, des choses à développer. Donc, ce qui est sûr, c'est que le projet se poursuit au-delà du soutien de l'Union européenne qui, lui, va s'arrêter fin mai.
Donc ça, c'est la première chose en termes de calendrier. Après, ce qu'on s'est dit, c'est que pour faire vivre le partenariat, on est passé très vite dessus, mais on a quand même 12 partenaires autour de la table, avec des entreprises, des acteurs de la recherche, des représentants de la société civile, et puis des spécialistes du go-between sur la construction de communs numériques. Donc on a un partenariat qui est relativement riche. Ce qu'on a regardé, notamment avec notre conseil juridique qui nous accompagne, c'est qu'en fait, la forme du consortium pouvait tout à fait se poursuivre, mais que probablement, il fallait qu'on le toilette un peu pour coller, non plus à une dynamique de projet de prototypage, mais à une dynamique qui correspond à cette communauté d'utilisateurs locaux de la solution. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va faire dans les mois qui viennent, en repassant par une étape de confirmation de l'adhésion des partenaires qui étaient depuis le début, et puis peut-être l'arrivée dans le consortium de nouveaux partenaires. Peut-être en complément sur la question du calendrier, on a un effet de bord plutôt positif du projet RUDI, c'est 2023-2024, aussi 2024 intégré, la co-écriture d'une stratégie data qui intégrera sûrement une charte éthique de la donnée, c'est-à-dire qu'on le territoire, ce type de projet, il nous, entre guillemets, à la fin, il nous oblige, mais ce qui est plutôt une bonne chose, de définir aussi finalement quel est le rôle, la fonction de la collectivité territoriale dans la gestion de la donnée, quelle est la place du citoyen et de l'écosystème là-dedans, et quels sont aujourd'hui les sujets éthiques qui vont avec. Donc on a un travail là qu'on est en train de finaliser pour planifier l'écriture et l'animation de l'écosystème pour la définition de la stratégie data de Rennes Métropole, avec sûrement une charte éthique qui permet aussi de regarder quels sont les cadres de confiance qu'on peut avoir avec les citoyens et les habitants, considérant qu'on ne peut pas tout renvoyer. C'est peut-être aussi un élément apprenant. Je fais une petite digression, mais c'est important, je trouve, dans la relation aux habitants. C'est qu'au début, on avait préfiguré intellectuellement que finalement, il fallait porter la responsabilité de la gestion de la data et des données individuelles à l'habitant, au citoyen. Il y avait une forme d'obligation de capacitation, de capacité du citoyen à monter en compétence. C'était un prérequis en se disant, voilà, il faut qu'ils apprennent, Ils sont bêtes, il faut qu'ils grandissent. Je caricature le trait. Oui, mais j'aime bien caricaturer, ça permet ça laisse un souvenir. Finalement, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qu'on dit, c'est que ce sujet-là, il doit être traité à deux niveaux. Le citoyen, il est traité à deux niveaux. Finalement, c'est comment une collectivité territoriale et l'écosystème des acteurs qui, s'ils le souhaitent, ont défini un cadre de confiance générale, qui est plutôt une stratégie data et une charte éthique. Et après, en sous-catégorie, comment dans chaque politique sectorielle qui a pour fonction de proposer une solution de service et d'usage, finalement, on définit les règles qui, là, vont être beaucoup plus précises dans l'interrelation entre le service public, qui est proposé sur une politique publique sectorielle, et l'habitant. Et donc, du coup, on a décentré finalement l'habitant en disant, en fait, il ne faut pas que la plateforme soit un outil qui oblige l'habitant à aller dessus et à gérer tous ces machins, c'est bien le service public qu'on va... Donc, en fait, on met plutôt le projet RUDI dans le bloc moteur plutôt que dans l'effet carrosserie, si on fait, un peu l'image. Et ça, je pense que c'est pareil, c'est un élément qui est important. Quand on parlait des conditionnalités et des calendriers, ça embarque un peu pas mal de choses autour de ça. Oui, excellente question. En fait, en effet, le nœud producteur est la traduction opérationnelle d'un concept qui est celui que vous décrivez, c'est-à-dire chacun reste responsable de ses données, et on a eu des retours très positifs d'un certain nombre de producteurs de données, je pense notamment au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ou à l'académie de Rennes qui ont dit « Ah oui, si on reste nous à la manœuvre, ok ».
En revanche, vous le soulignez très bien, il faut quand même pouvoir installer un nœud producteur, même si l'IRISA aujourd'hui, donc le laboratoire avec lequel on travaille, assure l'installation du nœud, la gestion du nœud, la prise en main, l'accompagnement des utilisateurs qui vont poster finalement des informations sur ce nœud producteur. Pour autant, c'est une difficulté. Et à vrai dire, dans le projet initial, on avait imaginé, alors nœud producteur, c'est déjà pas joli, mais un nœud producteur mutualisé qui justement pouvait permettre un niveau de service permettant à chacun des petits producteurs de données, ceux qui n'ont pas les moyens de gérer leurs données et leur publication de données, d'avoir un accès facilité à cette publication via une gestion qui serait assurée par Rudy ou quelque chose qui y ressemblait. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi. En fait, on avait mis beaucoup de sujets sur la table, on en a traité pas mal, mais pas tout à fait tous, et celui-ci fait partie de ceux qui sont encore devant nous. Ouais, je vais juste ajouter un point par rapport à votre première question. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté entre nous et on est nombreux à s'interroger sur finalement la notion de réplication, voire de duplication ou de mutualisation. On sait très bien que les démarches de type Rudy existent dans d'autres territoires. Elles sont parfois singulièrement très différentes. Certaines partent plutôt des usages, d'autres partent plutôt de sujets plutôt technologiques. Et donc même nous, en tant qu'opérateurs de service, on se pose aussi des questions finalement, parce qu'il y a forcément des modèles économiques derrière, on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Maintenant la question c'est de savoir comment on peut faciliter l'émergence de Rudy bis, qu'on peut appeler autrement, mais en l'occurrence on parle de Rudy, sachant qu'il y a quand même une base existante, il y a effectivement un certain nombre de sources qui sont disponibles, donc c'est pas comme si on partait d'une page blanche, donc on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des freins, effectivement ça a été cité, des freins financiers, il y a des freins clairement en termes de gouvernance. On voit bien que certains territoires, même voisins, ont des initiatives qui sont très différentes. Donc nous, on se pose aussi souvent la question en tant qu'opérateur, c'est qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour un peu gommer toutes ces barrières, pour avoir quelque part une logique trans-territoriale d'une certaine manière. Et donc dans laquelle nous, on pourrait prendre aussi notre part en tant qu'agrégateur de services. C'est ce qu'on a fait en tant que partenaire de la métropole de Rennes. Aujourd'hui, nous, on intervient sur un certain nombre de territoires. On peut jouer ce rôle-là. Maintenant, ce n'est pas à nous, en tant que personne privée, de jouer ce rôle-là uniquement. Je pense qu'on est dans une logique d'écosystème bien plus large que ça. Donc la question, c'est, voilà, aujourd'hui, qui peut être sponsor? Alors, l'État, je ne pense pas non plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment plutôt raisonner en tant que territoire et, comme on aime bien le dire en Bretagne, en meute, c'est-à-dire que c'est la collectivité, c'est la force publique, mais c'est aussi tout un tas d'opérateurs publics et privés qui peuvent aussi y prendre part. Voilà, pour faciliter finalement un modèle qui a montré ses vertus et qui encore, je pense, a encore beaucoup de choses à prouver, puisqu'on est sur une version 1 avec des fonctionnalités qui vont arriver, en tout cas sur le court terme. Et le long terme, c'est effectivement le temps long, c'est quid voilà, d'un modèle qui puisse être un peu plus vertueux et surtout partagé de manière beaucoup plus générale. Bon, et juste en boutade, et pour finir peut-être, on peut prolonger si vous voulez de façon informelle, mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a la salle. Ouais, voilà. En fait, je vous ai dit en préambule que c'était Rennes Urban Data Interface, donc pour la réplicabilité, zut, ça commence par Rennes. Et donc on a pensé qu'on pouvait peut-être rebaptiser ça Replicable Urban Data Interface, et donc c'est open. Merci beaucoup. Merci.